apparaître la page. Bonjour à tous, donc bienvenue sur le Live Expert numéro 3. Aujourd'hui, on va parler de la zénitude, de gérer le stress en 3 minutes. Donc avec Pierre, donc on va déjà vous partager notre live. N'hésitez pas à partager notre live pour le faire partager à un maximum de gens. Donc parce qu'on va donner plein d'astuces. Alors, j'ai mon Facebook voilà, qui rame un petit peu. Pour le moment, je ne me vois pas encore dans Facebook. J'ai vu que tu l'as partagé, on est en direct sur ton profil. Et moi, j'essaye de le lancer sur le mien. Voilà. Donc, est-ce qu'on a déjà du monde qui est là? Oui, bonjour, bonjour. Faites-nous un petit coucou, un petit j'aime, un petit bonjour pour savoir qui est en train de nous regarder, de nous voir. Et puis, si vous avez des questions par rapport au stress, à la gestion du stress en tant qu'entrepreneur, et Dieu sait qu'on en connaît du stress, n'hésitez pas à commencer à poser les questions. Moi, je suis juste en train de partager vite fait. Faites-le aussi, parce que vous savez que Facebook aime bien nous diffuser s'il y a beaucoup de monde qui partage, qui met des likes, qui interagit. Donc voilà, moi j'ai quasiment fini et puis on va pouvoir attaquer. Impec. Voilà, ça. Et puis, j'ai pas vu si du coup on a du monde. Voilà. Je suis là. Et voilà. Voilà. Alors, pour moi, c'est tout bon. C'est bon pour toi, Pierre? Ouais, moi je l'ai partagé sur mon profil et sur la page de Zenipro. Par contre, comme je te l'ai dit, je ne suis pas sur Facebook parce que ça me gonfle tellement de bande passante que je préfère privilégier la vidéo. Oui, voilà. Je privilégier toi. Pas de panique, restez calme, nous dit James. Ça tombe bien, c'est justement le sujet. Merci pour la petite pointe d'humour. Merci, James. Absolument, tout va bien. Donc, bonjour à tous, je suis Sophie Robert. Je coach les entrepreneurs de façon à ce qu'ils utilisent leurs difficultés, les échecs pour en faire des forces, puisque finalement, entrepreneurs, on passe notre temps à régler des problèmes, etc. Et plutôt que ça nous mine le moral à force de passer d'échec en échec, en fait, moi, je travaille ça de façon à ce que ce soit des sauts d'obstacles et pour qu'on arrive, parce que la réussite n'est finalement qu'une accumulation d'essais, d'échecs et de réussites. Et donc, voilà, donc je suis là pour ça. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Pierre Peigné de Zenipro, le podcast, qui est spécialisé dans le stress, dans la gestion du stress. Et je dois dire qu'il fait partie de ma famille entrepreneuriale dont j'ai parlé il y a 15 jours. Bonjour David, bonjour Alain, il commence à y avoir du monde, super. Et donc, Pierre fait partie de ma famille entrepreneuriale et il m'a notamment aidé parce que, comme je vous le disais, entrepreneur, on passe notre temps à gérer à se dépasser, à gérer le stress, à gérer des soucis, à essayer à se faire connaître, à développer notre business, etc. Et donc, bien sûr, entrepreneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille, bien loin de là. Et donc, on a besoin, et ça, je voudrais insister là-dessus, on a tendance à se former sur beaucoup de choses, le marketing, la vente, etc. Mais par contre, on ne se forme pas ou très rarement sur la gestion de nos émotions. Or, entrepreneur, c'est en premier, toutes nos décisions sont prises en fonction des émotions. C'est-à-dire que si on veut se dépasser, ça va nous créer une angoisse ou un stress ou un nouveau produit ou quelque chose. Ça nous sort de notre zone de confort. Ou en tout cas, si on veut vraiment se développer, on doit sortir de notre zone de confort. Et du coup, ça génère des stress qui peuvent nous bloquer et nous empêcher d'aller au-delà de nos limites et d'aller un petit peu plus loin et d'être un peu plus ambitieux. Et l'idée, c'est d'être ambitieux dans sa vie et de se développer beaucoup. Et donc, j'ai fait appel à Pierre
pour qu'ils m'enseignent des techniques pour gérer mon stress. J'en connais pas mal, j'en utilise beaucoup au travers mes coachings parce que c'est notre quotidien. Mais voilà, donc j'ai eu besoin, à un moment donné, c'était tellement physique, parce que j'ai fait un changement de vie avant, je suis entrepreneuse depuis 20 ans. Donc, j'étais dans les produits physiques, la pâtisserie avec mon mari. On a créé un concept innovant de pâtisserie et j'ai changé totalement de vie suite à une liquidation judiciaire. Et aujourd'hui, j'accompagne sur le net donc des entrepreneurs dans du coaching. Et donc, je ne travaille plus avec mon mari. Donc, ça fait un gros changement de vie. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est ça. On ne sait pas de quoi est fait demain. Et donc, tous ces changements m'ont généré beaucoup de stress parce que le stress, Pierre, tu vas nous le confirmer, mais il y a le stress mental, mais il y a aussi le stress physique. On le ressent de plein de symptômes différents. Et donc, Pierre m'a aidé à ce niveau-là et je voulais vous partager ces connaissances parce que ça m'a tellement aidé et je tiens à le dire. Donc, n'hésitez pas parce que voilà, Pierre a été merveilleux. Donc, bonjour Pierre. Maintenant, je vais te laisser enfin t'exprimer un petit peu, maintenant que Sophie Bavard est finie. Et puis, tu vas nous expliquer un petit peu ce que tu fais, comment tu en es venu là. Et puis, après, on va parler un petit peu de comment on gère notre stress, du coup. Ouais, salut Sophie. Merci beaucoup. J'espère que je suis pas trop rouge là, parce qu'avec toutes les fleurs que tu m'as envoyées, ça... Merci Julien pour Merci beaucoup pour ce... Parce qu'on a eu un petit... Tu m'avais déjà Merci, fait Pierre. Un retour direct sur notre travail ensemble. Et en effet, moi, je tiens à saluer justement, quand tu parles justement de sortir sa zone de confort, comme tu dis, si toi, tu as souffert de ce stress-là, c'est parce que tu as été particulièrement loin dans la sortie de ta zone de confort. Dans tes expériences, tu étais plutôt dans le back-office, justement, comme tu dis souvent. Et là, tu es vraiment maintenant sur le devant de la scène avec des challenges assez énormes. Je pense notamment, pour moi, le point culminant, c'était la conférence au 30 en live où tu présentais justement le fait que les échecs font partie des réussites et sont même, j'ai envie de dire, une forme de fondation des réussites. Et je sais plus la phrase que tu disais, c'était vos difficultés d'aujourd'hui seront vos réussites de demain, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Vos difficultés d'hier deviendront vos réussites de demain. Et du coup, je comprends tout à fait que ce genre de sortie de zone de confort ait pu générer un énorme stress. Et bravo pour tous les efforts et le travail que tu as fait dessus et les réussites que ça a donné, les succès que ça a pu donner. Merci. Et maintenant, grâce à toi, je fais des lives parce que c'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement timide, même si ça se voit pas. Je suis très communicatrice, mais je me cache derrière mon sourire d'habitude en petit comité. Et là, il a fallu se mettre en avant, lancer des lives, faire une conférence, etc. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu le travail avec toi, ça aurait été compliqué. Et donc, c'est pour ça que je voulais partager ça avec tous nos amis entrepreneurs qui nous regardent. Même si vous avez des difficultés, des peurs ou autres, ça se travaille. Et ça se travaille avec des personnes telles que des coachs comme Pierre Peigné. Il y a Julien Ridoire qui nous regarde également, qui en fait partie aussi, qui fait partie aussi de ma famille entrepreneuriale que vous avez vu il y a 15 jours. Et puis bien d'autres, il faut se former aussi à ce niveau-là. Oui. Alors donc, Pierre, toi, tu es le coach anti-stress. Oui, alors peut-être oui, ça peut être intéressant de me présenter en effet. Donc moi j'ai monté Zen et Pro. À l'origine c'est un podcast et du coup auquel sont liés des services pour accompagner les victimes du stress, les personnes qui ressentent des symptômes physiques et ou psychologiques qui peuvent être une palette très 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 large liée au stress, dont certains symptômes sont assez difficilement avouables, notamment dans le monde professionnel. Je pense notamment aux problèmes digestifs, aux problèmes sexuels, aux problèmes éventuellement d'insomnie, aux problèmes de tension et aux difficultés en fait dans le domaine professionnel. On a tendance à s'imposer d'être fort. Or, des fois, on peut avoir justement des difficultés, des faiblesses. Ça peut être intéressant de s'en ouvrir à d'autres personnes. Et donc, du coup, j'accompagne les victimes du stress à justement gérer à la fois l'urgent,
c'est-à-dire avec une technique qui leur permette de faire redescendre la pression en moins de 3 minutes dans les moments un peu tendus, et puis un accompagnement vraiment de coaching où là, on va vraiment dans le fond des choses, on identifie les sources de ce stress et les ressources que la personne a pour transformer son environnement ou du moins s'adapter et réduire son stress et potentiellement juste changer sa vision des choses. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut commencer par définir ce qu'est le stress. Moi, j'aime bien une définition qui a été donnée. J'allais te poser la question. Du coup, en oui, il faut commencer par... il y a des psychologues américains, donc Richard Lazarus et Susan Folkman, qui ont écrit un bouquin, Stress Appraisal and Coping, donc c'est stress, évaluation et gestion. Et en fait, eux, ils définissent le stress comme la résultante, en fait, de 2 évaluations en même temps face à une situation. C'est-à-dire que face à une situation, on va faire ce qu'on appelle une évaluation primaire, c'est est-ce que la situation est potentiellement positive ou favorable pour moi, neutre, potentiellement neutre, ou potentiellement dangereuse et donc stressante. Et donc ça, c'est une première évaluation. En parallèle, on va évaluer les ressources qu'on a pour faire face à cette situation. Mais le problème, c'est que cette évaluation-là, elle n'est pas faite sur la base de la réalité, de la situation elle-même, elle est faite sur la base de notre perception. Or, en tant qu'humain, on a tendance à être dirigé par notre mental, et notre mental, il a le biais cognitif qui vont distordre la réalité et nous en donner une perception qui est erronée. Et donc, du coup, si certaines personnes ne connaissent pas bien, les biais cognitifs, qu'est-ce que tu appelles les biais cognitifs en gros, c'est toutes les simplifications utilisées par notre mental, notre cerveau, pour simplifier une réalité qui est hyper complexe. C'est-à-dire que, typiquement, naturellement, on va avoir tendance à faire certains raccourcis. Je vais en prendre un très simple qu'on voit vraiment partout, le biais de confirmation. C'est-à-dire que, naturellement, à partir du moment où on a une idée sur quelque chose, ou une opinion, on va avoir tendance à aller chercher les informations qui vont confirmer cette idée ou cette opinion. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux, typiquement, ont tendance à regrouper des personnes qui se ressemblent, parce que, justement, notamment, par exemple, sur un sujet politique, par exemple, eh ben, on va aller voir des informations qui nous arrangent. Des informations qui correspondent à nos idées, aux idées qu'on a déjà. Alors que, et on va mettre de côté, on va avoir tendance, à mettre de côté les informations qui vont à l'encontre de ces idées-là. Et ça, c'est une tendance naturelle qu'on a tous. Quoi. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste quelque chose dont il faut être conscient. Et il faut bien voir que tous ces biais cognitifs, il y en a plein. Hein. C'est très très large. Je vais pas rentrer dans le détail, mais tous ces biais, ils ont un intérêt, c'est que ils nous permettent de comprendre la réalité du monde dans lequel on vit, qui est extrêmement complexe. Ils nous permettent de simplifier. Un truc tout bête, c'est si jamais on n'avait pas, par exemple, ces différents biais cognitifs-là, les personnes qui nous regardent là seraient en permanence en train de se dire, du coup, là, je regarde un ensemble de pixels colorés, les uns à côté des autres, sur un écran digital, sur un outil qu'on appelle smartphone ou un PC. Ils ne diraient pas, je vois Sophie qui parle à Pierre. Tu vois? Et c'est quand même vachement plus simple de dire, ok, j'écoute Sophie et Pierre parler et je les regarde, plutôt que d'analyser tout ce qui se passe dans le smartphone ou dans le PC en même temps, avec en plus tout l'environnement derrière qui peut, comment dire, happer notre attention. Quoi. Voilà. D'où en fait, ces simplifications-là, elles ont des effets super positifs, qui sont de comprendre et d'être capable de réagir plus facilement dans notre environnement, mais elles apportent des contraintes aussi, c'est que on va avoir tendance justement à percevoir la réalité de manière erronée. Et donc, on va avoir une première évaluation, c'est est-ce que la situation est potentiellement dangereuse et donc stressante pour moi, et est-ce que j'ai les moyens de répondre à ce danger.
Et en fait, quand la balance elle penche pas du bon côté, en gros, c'est stressant et j'ai pas les moyens de répondre, là, on commence à avoir justement le stress. Et si, en plus de ça, on ajoute une troisième évaluation derrière, c'est quel est le niveau d'enjeu, et c'est là que dans le monde moderne, on a les biais cognitifs, on a une vision des enjeux complètement erronée, enfin, on a une tendance à avoir une vision des enjeux complètement erronée. C'est si je rajoute un haut niveau d'enjeu, alors à ce moment-là, c'est l'alerte. Et donc, c'est le stress. Et je vais faire le parallèle entre ce pourquoi on est fait en tant qu'être humain et la réalité à laquelle on fait face. C'est-à-dire que ce pourquoi on est fait, c'est réagir au monde de Cro-Magnon. Cro-Magnon, enfin, du point de vue de l'évolution de Darwin, on est encore au stade de Cro-Magnon. On est un petit peu plus avancé, mais ça va tellement lentement qu'on n'est pas beaucoup plus avancé que Cro-Magnon. Et Cro-Magnon, en fait, lui, tout ce qu'il doit faire, c'est trouver à manger, se reproduire, assurer la survie de la tribu. Et assurer sa propre survie en étant sûr d'être accepté par la tribu. C'est ça aussi. Et donc, par exemple, quand il se balade dans la forêt, il y a très très peu de stimuli, mais par contre, dès qu'il y a un buisson qui bouge, c'est potentiellement un prédateur. Donc, il faut qu'il soit avec sa petite lance prêt à le combattre, soit prêt à se barrer. Et donc, dans l'immense majorité des cas, le fait de se barrer va être inutile, mais par contre, il y a une fois où ça va lui sauver la vie. Et entre chaque moment où il a une alerte, vu que son environnement est calme, il a le temps de faire redescendre la pression. Nous, dans notre environnement, on a énormément de stimuli. Le premier, c'est le réveil le matin. On reçoit plein de notifications, et en plus de ça, Cro-Magnon, quand il a la perception d'un danger, il est dans un monde où vraiment il y a un danger réel pour sa vie. Et nous, en tant que j'aime bien dire Homo computericus, on a tendance à voir des dangers qui sont à surestimer les dangers et donc les niveaux d'enjeu, alors qu'on est dans un monde hyper sécurisé finalement. Oui, parce que du coup, c'est quelque chose que, alors de façon très pragmatique dans notre cerveau d'entrepreneur, pas forcément de scientifique, hein, il y a une chose que j'ai compris, mais bien avant effectivement de te rencontrer, Pierre, mais tu me l'as confirmé, c'est que ce que je ne savais pas, c'est qu'on pense contrôler notre cerveau, en fait, donc nous on pense et on fait des choses, et en réalité, le cerveau a lui-même un fonctionnement propre à lui-même, il est presque autonome en lui-même, il a des réactions à lui, et donc j'ai appris effectivement qu'il y avait le cerveau qui s'appelle les reptiliens, qui fait donc référence à la partie cro-magnonne, à nos instincts cro-magnons, voilà, qui est là à la base pour nous protéger. Et en fait, c'est ce cerveau reptilien qui a tendance en fait à déclencher une réaction par rapport à avant, c'était pour nous protéger d'un danger, d'un dinosaure qui sortait des fourrés, et maintenant ça va être plutôt une sortie de zone de confort à stress occasionné qui fait tilt à notre cerveau et qui nous dit oulala, il y a un truc qui se passe qui est pas normal, j'ai pas trop envie d'y aller, et donc il met tous les voyants en rouge et il nous met en état de stress. En gros, en simplifié, c'est un peu ça. Alors c'est quasiment ça. C'est pas la partie reptilienne, c'est tout ce qui est automatique qu'on contrôle absolument pas. La respiration, la circulation, la digestion, tous ces systèmes vraiment automatiques. Par contre, en effet, il y a bien une zone dans le cerveau, c'est la partie limbique, qui gère tout le volet émotionnel et donc justement toute cette question de stress. Donc après, c'est juste une question de mots, mais en effet, comme tu le dis, il y a bien dans notre cerveau une zone qu'on contrôle pas et qui est la zone d'alerte. C'est l'amygdale qui est dans le système limbique et qui, moi que j'aime bien appeler la war room du cerveau, c'est-à-dire que en fait c'est elle qui va récupérer toutes les infos et qui va en plus potentiellement les récupérer de manière incomplète avant analyse par le néocortex, le volet humain et raisonnable, entre guillemets, réflexif de notre cerveau. Et en effet, il y a ce que Daniel Goleman, qui est un spécialiste de l'intelligence émotionnelle, la personne qui a vraiment popularisé le concept d'intelligence émotionnelle par opposition à l'intelligence classique mesurée par le QI. Et lui, il explique que justement dans les recherches, il y a des gens qui ont montré que
l'amygdale, en fait, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle un détournement émotionnel, c'est-à-dire que normalement, le fonctionnement, c'est je reçois des informations de l'extérieur, elles sont pré-traitées par mon néocortex, qui va derrière envoyer les informations au système limbique, et le système limbique va permettre de générer les émotions adaptées pour répondre à ces informations, à ces stimuli. Et en fait, pour s'assurer que on répond aux dangers de manière optimale et surtout la plus rapide possible, eh bien, certaines de ces informations vont arriver directement à l'amygdale pré-traitement. Et donc, du coup, c'est un peu comme si, en gros, je suis chef d'entreprise, et ben, y a un moment, c'est l'urgence, je n'ai pas toutes les informations, mais je dois prendre une décision. Et ben, c'est ce que fait l'amygdale. Et donc, forcément, quand on n'a pas toutes les informations, ben, on a plus de chances que la décision ne soit pas adaptée. Et en l'occurrence, pour nous protéger, le job de l'amygdale, c'est d'activer le mode fuite ou combat, fight or flight, comme qui est le mode défensif, parce que son job, c'est clairement d'assurer avant tout notre sécurité, à court terme, notre survie à court terme. Et tous les effets délétères du stress derrière, les problèmes cardiovasculaires, les problèmes de dépression, les problèmes d'angoisse, d'anxiété, d'insomnie, les problèmes musculo-squelettiques, le côté favorable au cancer, etc. L'amygdale, c'est pas son problème, en fait. Ça, c'est du long terme. Moi, il faut que je m'assure de survivre dans la minute qui suit. En gros, pour vraiment simplifier, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc ça, c'est vraiment la partie technique du cerveau. Et c'est ce qui fait que quand on a une décision à prendre, on doit sortir de sa zone de confort ou autre dans notre vie quotidienne, et bien en fait, c'est activé et du coup, il déclenche une émotion. Et si c'est pas quelque chose dans notre habitude ou quelque chose qui nous inquiète ou quelque chose qui est pas dans le bon fonctionnement de notre vie, là il se met en position et il déclenche un programme, on va dire, pour nous mettre en état de protection. Mais du coup, et comme on ne sait pas le déchiffrer, du coup, on assimile ça au stress, en fait. Enfin, ça nous crée de l'anxiété et de l'angoisse de ne pas comprendre ces émotions qui sont du coup désagréables sur le moment, alors qu'en fait, c'est juste un radar pour nous indiquer qu'il y a quelque chose à faire derrière. C'est que c'est une action qui va nous sortir de notre zone de confort, donc il y a peut-être des choses à travailler derrière, etc. On est d'accord ? Clairement. Et en plus de ça, en fait, moi, j'aime beaucoup justement qu'on voit le lien entre pensée, émotion et sensation corporelle. C'est-à-dire que toutes ces émotions qu'on peut qualifier d'agréables ou de désagréables, enfin qu'on a tendance à qualifier d'agréables ou de désagréables, de positives ou de négatives, elles génèrent derrière, et ça a été prouvé scientifiquement, tout un tas de sensations physiques dans notre corps pour nous aider à réagir. Et il y a même des publications scientifiques qui ont pu identifier les endroits de notre corps qui étaient activés, entre guillemets, en fonction des sensations que l'on ressent. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Et l'idée, c'est aussi que, du coup, si pensée génère émotion, génère sensation, il est aussi possible de travailler dans l'autre sens et de partir justement des sensations pour travailler sur les émotions et sur les pensées. Et ça, je trouve ça vraiment oui, donc on y vient du coup de comment on fait pour gérer tout ça, parce que ça crée des situations toujours de stress où on se met dans des états d'anxiété, on dort mal, etc. Et donc il faut arriver, et c'est ça tout l'enjeu de l'entrepreneur, de tout le monde en règle générale, mais notamment de l'entrepreneur qui veut développer son entreprise, parce qu'on est constamment enclin à se dépasser et à faire des nouvelles choses, parce que si on ne fait pas de nouvelles choses, on a toujours notre business qui stagne, et la stagnation dans une entreprise, c'est la chute à un moment donné. Et donc, comment on fait pour gérer ça? Moi, j'ai vraiment découvert que ça se travaille, d'une part, le stress, la gestion du stress, ça se travaille, et c'est quelque chose, c'est comme un entraînement.
c'est pas magique, mais par contre, il y a vraiment des exercices, plein d'exercices différents qu'on peut faire pour le dompter. Moi, je disais ça quand on était ensemble, pour le dompter, parce que finalement, on ne peut pas enlever le stress parce que c'est un indicateur qui est super important pour savoir, par exemple, on veut faire une activité qui nous sort de notre zone de confort, on est stressé, on a peur, ça peut venir de plein de choses. Ça peut venir du fait que c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, donc peut-être qu'on a une compétence à apprendre derrière. C'est quelque chose qu'on nous demande de faire mais qu'on n'aime pas faire, donc peut-être que faudrait pouvoir savoir dire non à ce moment-là. Ça va être quelque chose qu'on aimerait faire, mais on n'y va pas trop. Donc, mais il y a des significations. Le stress, quand il réagit, il faut le prendre comme un signal. C'est comme quand on a un échec, il y a des signaux. Il faut l'analyser et comprendre pourquoi. Mais du coup, une fois qu'on a compris ça, donc il ne faut pas l'inhiber, en fait, l'enlever, mais il faut faire avec et le dompter pour pas qu'il nous empêche d'avancer. Parce que trop de stress, finalement, finit par paralyser et par empêcher d'avancer. Et on reste en mode, je reste dans ma petite vie tranquille et je fais plus rien. Enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit voire peu ça. Voire même je pourris la vie de l'intérieur voilà, oui. Je souffre. Quoi. Enfin, en tout cas, typiquement, par le passé, c'est ce que j'ai pu avoir. Hein, donc, on a moyen de faire très très mal tout seul. Il y a James qui est très actif. Merci James. Il dit il faut souvent relativiser en se disant que c'est toujours moins pire que d'être en prison. Oui, mais on peut se créer une prison mentale. Hein, par contre, en fait. En fait, il a tout à fait raison là-dessus. Moi, il y a deux choses que j'ai tendance à mettre en avant. C'est déjà le pouvoir de l'intuition. C'est-à-dire que, vous savez, les tripes. C'est-à-dire que quand on le sent pas, il y a souvent une raison quand même. La question, c'est de trouver la raison derrière. Est-ce que c'est juste que j'ai peur de la sortie de zone de confort, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus, comment dire, un danger beaucoup plus réel derrière. Et ça, moi, j'ai tendance à énormément écouter mon intuition. Si je le sens pas, j'essaye d'éviter d'y aller. Et par contre, si je le sens, si je me dis, voilà, ça, il faut que je le fasse, mais par contre, oui, c'est une sortie de zone de confort, c'est difficile, je suis pas à l'aise, j'y pense toute la veille ou des trucs comme ça. La question, c'est de prendre justement ces distances, un peu comme nous le dit James, et puis de relativiser la réalité du danger perçu. Oui, c'est ça. Et finalement, enfin, si je prends par exemple l'exemple de la prise de parole en public ou de la prise de parole en live. Voilà, moi en travaillant sur Internet, on voit énormément de gens qui au début ne pensent pas qu'ils sont capables de faire un live sur les différents réseaux sociaux, de se mettre à nu entre guillemets devant d'autres personnes, et on se rend compte qu'avec la pratique finalement ça devient relativement anodin en fait au bout d'un moment. En fait, il faut bien voir que derrière, pourquoi est-ce que j'ai cette inquiétude de me mettre devant les autres et de faire ce live? Mais c'est justement, on en revient à Cro-Magnon, c'est que on est programmé pour être accepté par la tribu. Donc surtout ne pas faire de vagues et surtout ne pas déplaire à la tribu, parce que si jamais la tribu me met de côté, si jamais je lui déplais et qu'elle me met de côté, je me retrouve tout seul dans la forêt et là c'est la mort assurée. Et du coup en fait, on a tendance justement à avoir du mal avec la prise de parole en public parce que on a la peur du jugement de l'autre, on a peur d'une perte de statut social. Mais si on arrive à se dire, mais en fait, quel est le pire qui puisse m'arriver et qu'est-ce que ça va engendrer comme conséquence, ben on se rend compte que finalement, les conséquences sont relativement light par rapport au torboyau qu'on peut se créer la veille d'une prise de parole en public, par exemple. Il y a ça, et puis il y a la perception du temps. En fait, on a très, très, très souvent peur ou on est angoissé par des choses qui vont potentiellement arriver, en fait. Et l'une des astuces qu'on peut dire, c'est déjà de se concentrer sur le présent un maximum, parce que l'anticipation de quelque chose qui peut arriver,
l'inconnu crée du stress, crée énormément de stress. Et donc, en général, on essaye, en tant qu'entrepreneur, j'essaye toujours d'expliquer à mes coachés, à mes entrepreneurs qu'il faut planifier. Il y a toujours des planifications à faire, des visions, des objectifs, un chemin à atteindre. Mais des fois, le chemin, l'objectif va être très grand. Par exemple, imaginons, je vais donner une énorme conférencière très, très connue, mais ça fait super peur parce que du coup, on peut parler devant des millions de gens. Et avant d'avoir peur et d'anticiper que ça va être super dur à ce moment-là, nous, on aura cheminé pendant toutes ces années-là avant d'en arriver là. Et donc, il faut se concentrer, même si l'objectif est là, il faut se concentrer sur aujourd'hui, j'ai un premier petit pas à faire. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour baisser un petit peu ce stress par rapport, ça c'est l'un des stress très très connus de la peur de l'inconnu en fait. Alors ça peut être dans le temps, mais ça peut être de plein de choses, d'un métier, de quelque chose de nouveau, d'une activité nouvelle qu'on veut faire, d'une nouvelle vie qu'on veut avoir, peu importe, mais quelque chose qui est assez loin. Et de relativiser, on peut le relativiser en revenant dans le présent, notamment la méditation, ça aide bien. Justement, alors c'est vrai que c'est un des paradoxes de l'entrepreneur, c'est que pour pouvoir progresser, il a besoin d'avoir, et même j'ai envie de dire de tout un chacun en fait, on a tous besoin d'avoir une vision, d'avoir des objectifs, d'avoir des buts pour pouvoir justement nous motiver à passer à l'action. Et à côté de ça, justement, il est absolument essentiel que la poursuite de ces buts et le fait que ces objectifs puissent être très ambitieux, puissent être très hauts, puissent paraître inatteignables au départ, ça ne doit pas nous arrêter parce que l'essentiel, c'est justement de bien voir que le plus grand des voyages, en fait, commence par un premier pas, et puis derrière un deuxième, etc. Et finalement, le voyage, il est juste constitué de pas, en fait. Et en effet, quand tu parles justement de se connecter au présent, en effet, moi, la méditation me semble être un des outils les plus essentiels, parce que c'est ce que j'appelle la muscu du cerveau. C'est-à-dire que, de la même manière que j'ai envie de prendre soin de mon corps et à 70 ans d'être encore en forme, et ben c'est dès aujourd'hui que tous les matins ou tous les dimanches matins, je vais aller faire une petite course ou je vais aller à la salle de fitness ou je vais faire du foot avec une bande de copains, des choses de ce type-là. Je vais avoir une activité physique. Et ben de la même manière, pour pouvoir justement garder un mental serein dans des périodes qui peuvent être tourmentées, et ben il est essentiel de muscler son cerveau. Et je parle de muscu du cerveau. Parce pour ça, je parlais d'entraînement d'ailleurs. Exactement, les neurosciences nous montrent actuellement à quel point le travail de méditation, et il n'y a pas besoin, en fait, l'importance, et là j'insiste aussi beaucoup, c'est comme la muscu, l'importance, c'est pas la durée des séances, l'important c'est la régularité, c'est de bien en faire, vaut mieux en faire 5 minutes tous les jours qu'1 heure par semaine, typiquement. Parce que, en fait, la méditation va permettre d'activer certaines connexions neuronales, va permettre d'aider en fait la personne progressivement à être plus concentrée, à prendre ses distances avec justement les perceptions des dangers, à relativiser justement les difficultés, les coups durs de la vie, à avoir plus d'empathie, une relation plus, où on va mieux comprendre l'autre, où on va être moins dans le conflit, etc. Et toutes les études qui ont été menées sur les programmes de pratique méditative sont absolument unanimes sur les bienfaits de ces pratiques, sur à la fois les fonctions cognitives et la santé des personnes aussi. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, on a 40 ans de recul justement sur les expériences et la recherche scientifique qui nous montrent que la méditation est très très utile pour compléter la médecine dans, par exemple, la lutte contre le cancer. Alors ça fait pas tout, hein. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter la chimio, hein, bien au contraire. Mais non. Non, mais c'est vrai que voilà.
Mais ça a plein de bienfaits. Alors, on va donner pas mal différentes astuces. Et puis, bien sûr, celle qu'on appelle le GPS, de rester zen, redevenir zen en 3 minutes, hein, qui est ta spécialité, on la dira un petit peu plus tard. Donc, restez bien jusqu'à la fin, surtout. Oui, la méditation, c'est vraiment quelque chose et qui, en plus, a un autre effet pour les entrepreneurs, parce qu'on n'est pas toujours… on trouve ça parfois un peu loufoque ou autre, la méditation, c'est pour les babas cool ou voilà, etc. Mais en réalité, moi, je ne connaissais pas ça non plus. Je le fais depuis 2 ans à peu près. Et en fait, il y a d'autres aspects qui sont complémentaires. C'est notamment une concentration, une facilité. Ça décuple la concentration en fait sur des tâches très précises ou autres qui est absolument énorme. Et une autre faculté, c'est que ça permet aussi d'énormément se connaître, hein, parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, je le disais tout à l'heure, on ne se forme pas assez d'un point de vue dans notre corps. Et quand on veut entreprendre et qu'on veut aller quelque part, on a besoin de se connaître pour savoir ce qu'on veut faire. On a besoin de se connaître pour savoir ce qu'on n'aime pas faire, qu'est-ce qui nous stresse, pourquoi ça nous stresse, comment on peut le gérer, etc. Et la méditation est aussi un moyen de faire des introspections et de comprendre. C'est vraiment quelque chose que pendant… Alors, je vous rassure, hein, j'ai été entrepreneuse donc depuis 20 ans. Maintenant, ça fait pendant 17 ans, tout ce dont on parle en ce moment, j'en étais super loin. Mais malheureusement, je dirais, parce que ça a manqué de beaucoup. Et je pense que ça fait partie des choses qui fait qu'à un moment donné, on a été bloqué dans notre business parce qu'on n'avait pas pris assez de recul sur nous-mêmes et on ne connaissait pas en fait tout simplement ces techniques et ces aspects. J'ai James qui parle aussi d'un autre syndrome qui stresse énormément de gens. James nous dit, merci vraiment James pour tous tes commentaires. Un qui revient souvent, c'est le syndrome de l'imposteur. La peur que les gens se rendent compte qu'on parle d'un sujet que nous-mêmes, on ne maîtrise pas. Alors qu'il y a plus de débutants que d'experts, surtout dans la faible audience qu'on aura. Oui, c'est vrai que, par exemple, moi, je fais mes lives, hein, je commence à avoir un petit peu plus de monde, mais les premiers, j'avais 0 ou une personne qui regardait. Là, tout de suite, il y en a 6, mais tout à l'heure, il y en avait 10 ou 15, je crois. Ça dépend et ça commence à monter. Mais effectivement, au départ, on se fait d'une montagne de beaucoup de choses, alors que souvent, les gens ne voient pas, en fait. Tout le stress, tout ce qui bouillonne à l'intérieur, les gens ne le voient pas. Mais typiquement, le syndrome de l'imposteur, on en revient clairement à la question de perception qu'on évoquait tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire, si jamais justement j'ai ce syndrome de l'imposteur, c'est que je doute de mes compétences vis-à-vis de mes interlocuteurs. Ça peut être de la qualité de mon produit, ça peut être de mes capacités à délivrer le service que je promets, ça peut être de pas être à la hauteur par rapport à ce qu'attend mon client, même si je promets pas forcément d'être à un certain niveau. Juste, et mon client attend plus que ce que je suis capable de proposer. Et du coup, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte. Et quel est le réel niveau d'attente de mon client? Quel est son réel niveau d'expertise? Quel est mon réel niveau d'expertise? Comment est-ce que je peux rester honnête, franc avec moi-même et avec mon client sans arriver à essayer de faire croire que je suis au-delà de mes compétences. Et un autre truc aussi, c'est aussi suis-je capable d'évaluer mes compétences à leur réel niveau? Parce qu'on a toute tendance quand même à dire ouais non, mais à se dévaloriser, à dire ouais mais non, je suis pas, je sais faire ça, mais pas très bien, etc. Juste parce que on n'est pas parfait. C'est comme quelqu'un qui se met à jouer au tennis ou au golf et qui se dit ah mais moi tennisman ou golfeur, je suis pas très bon parce que je suis pas au niveau de Nadal ou de Tiger Woods. Bah ouais, c'est normal, c'est logique. Et c'est pas pour ça que t'es pas bon. Yes. Tu peux être très très bon et. Il y a ça et puis. Si l'objectif, par exemple, au tennis, c'est d'aller battre ton beau-père ou ta belle-mère, bah t'as pas besoin d'avoir le niveau de Nadal. Et ça, c'est un gros enjeu justement de quelle est la perception à la fois de mes compétences et des besoins pour
accomplir la tâche que je me fixe. Donc on en revient. Il y a l'effet inverse aussi. C'est une autre perception, mais dans la même idée, mais dans l'effet inverse. C'est par exemple quand on est très bon dans quelque chose qui nous paraît extrêmement facile. Moi, par exemple, mon mari était pâtissier dans des restaurants gastronomiques, et quand on a lancé notre projet, pour lui, c'était tellement facile de faire des gâteaux, etc., qu'il voulait absolument les vendre pas trop cher, parce que, bah oui, mais enfin, c'est facile, c'est que des gâteaux, etc. Mais alors qu'il ne se rendait pas compte du background qu'il y avait derrière, en fait, de tout le travail, de toute l'expertise qu'il avait, etc. Et c'est souvent le problème des personnes qui sont douées, c'est de minimiser leurs propres compétences. Alors que, en réalité, elles sont perçues de façon à leur juste valeur par les autres. Et du coup, ça génère aussi du stress. Par exemple, là, typiquement, au départ, mon mari n'osait pas mettre les produits assez chers. Donc, ils ne vendaient pas trop cher. Souvent, dans les entreprises, on commence souvent à cause de ça, pas trop cher. Il y a le syndrome de l'imposteur. Ben oui, mais je ne vais pas mettre parce que… Mais on ne se rend pas compte que derrière, il y a peut-être 10 ans de boulot avant de s'installer en tant à son compte. On est peut-être débutant en tant qu'entrepreneur, mais derrière, on a déjà une expertise qui date de 5, 10, 15 ans derrière, et donc on n'est pas du tout débutant. Sauf que quand on prend des décisions comme ça qui sont liées donc au stress, qui génèrent des stress et qui donnent de mauvaises prises de décision, sur le long terme, bah, l'entreprise, elle survit, elle a du mal, etc. Donc, d'où l'intérêt de faire vraiment attention à tout ça. Ouais. Et là-dessus, justement, je trouve ça intéressant l'exemple que tu avances, c'est ce qui fait vraiment la difficulté pour un technicien ou une technicienne, quel que soit le domaine, de devenir entrepreneur. C'est que finalement, le prix de mon produit ou de mon service, c'est pas mes compétences qui vont le définir, c'est pas moi qui le définis, c'est combien mon marché est prêt à payer pour ce service ou ce produit. Et du coup, c'est vraiment la différence entre les compétences techniques et les compétences marketing, où j'ai un produit, un service qui est demandé par un marché, et quel prix ce marché est prêt à mettre en face pour justement l'acheter, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que toute la problématique est là, c'est qu'on se rend bien compte que d'un cas concret, on a une émotion, on a une perception erronée de la réalité, ce qui nous fait prendre une mauvaise décision qui, pour la suite, après, peut engendrer des conséquences derrière. Et un chef d'entreprise doit apprendre vraiment à gérer ses émotions, et donc aujourd'hui le stress, mais avec toutes les émotions qui vont avec, de façon à pouvoir, quand il y a une décision à prendre, à être plus pragmatique et à vraiment être plus stratégique, plus réfléchi, hormis les émotions. Et c'est pour ça que souvent on dit qu'on arrive toujours à conseiller une autre personne qui a la même problématique que nous, mais souvent on va la conseiller, on va lui donner toutes les astuces possibles, parce qu'on n'aura pas d'émotion vis-à-vis de son business, tandis que pour nous c'est tellement compliqué de faire les mêmes choses, mais pour nous-mêmes, parce que les émotions se mélangent dedans. Donc la charge émotionnelle est quelque chose qui rend les décisions particulièrement difficiles et particulièrement déraisonnables. Et l'exemple typique, c'est le trading. C'est-à-dire, maintenant, tout est fait par ordinateur de manière complètement automatique, etc. Mais on se retrouve, en fait, avec, dans des moments de panique, des gens qui vont prendre des positions sur la bourse qui n'auraient jamais pris si jamais ils avaient vraiment analysé et réfléchi à la situation. Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, il y a une citation qui est assez répandue sur la bourse, c'est que la bourse fonctionne de deux manières, soit l'euphorie, soit la panique, ce qui correspond à la définition de la schizophrénie. Et du coup, c'est vrai que des fois, on se rend compte que justement, on sort, l'émotionnel fait que à certains moments, dans certains, notamment plus les enjeux sont élevés, on en revient justement à la définition de Lazarus et Folkman sur la question du stress, plus les enjeux sont élevés, et plus on va avoir tendance justement à avoir des émotions fortes, exacerbées,
un stress élevé, jusqu'à une certaine forme de panique, et qui fait qu'on va prendre des décisions qui peuvent être complètement irréfléchies. Ça, c'est clair. D'où l'importance justement d'arriver à relativiser, à prendre du recul sur les situations. Et notamment, j'ai envie de dire, on a parlé déjà de relativiser le réel danger pour moi par rapport à des situations extrêmes de la vie. Par exemple, typiquement, des gens qui, dans le cas de stress, ont toujours été la tête dans le guidon au boulot, etc., et se retrouvent avec eux-mêmes ou un proche qui a une maladie grave, potentiellement mortelle, je pense à un cancer ou à des problèmes cardiovasculaires, ou qui font par exemple un AVC ou une crise cardiaque du jour au lendemain, ces gens généralement relativisent tout de suite les problèmes qu'ils ont au boulot très rapidement. Et il y avait un autre point aussi que je voulais apporter, c'est que c'est très très rare dans la vie qu'on se retrouve face à quelque chose face à une voie sans issue. C'est-à-dire que on peut toujours soit faire machine arrière, soit on trouvera toujours une solution qu'on connaît pas forcément encore à l'instant T, mais qui apparaîtra au fur et à mesure du parcours du chemin. Et du coup, j'ai tendance à conseiller aux gens et à essayer de l'appliquer à moi-même. Je dis bien essayer, parce que je suis pas d'accord. Me dire, fais-toi confiance, fais confiance en la vie et suis ton intuition. Et du coup, si typiquement, tu parlais tout à l'heure justement de l'ambition, de la vision, de l'objectif, etc. J'aime bien l'image de la montagne, c'est-à-dire que je me dis, ok, je vais gravir le Mont Blanc ou l'Everest, ok. Sauf qu'au moment où je suis en bas à démarrer, je vois pas le sommet parce qu'il est bourré de nuages en fait. Je sais juste qu'il est là-bas, mais je sais pas tout ce qu'il y a sur le chemin, etc. Et heureusement que je sais pas, parce que si je savais, j'irais pas. C'est ça, c'est un peu ce que j'ai fait hier. Hein. La brume, c'est un peu, pardon. C'est un peu ce que j'ai fait hier aussi. J'ai pris l'Himalaya. Hier sur Facebook, j'ai posté un post sur ce sujet-là. Ouais. Oui, j'ai vu la photo. Je t'avoue, j'ai pas eu le temps de lire le texte. J'ai trouvé la photo extrêmement belle. Mais c'est ça, mais c'est tout à fait ça. Et entrepreneur, c'est ça, c'est d'aller, de passer chaque obstacle au fur et à mesure pour pouvoir gravir la montagne qui ne fait que monter. Hein. On a toujours l'impression qu'une fois qu'on aura réussi, tout ira mieux. Mais en fait, non, on aura d'autres problèmes d'un autre niveau, en fait. Mais il faut arriver à apprendre à aimer le chemin tout du long. Et donc, du coup, vas-y. En fait, ça me fait cette question justement je sais pas, en fait, je sais que je veux aller dans telle direction, mais je sais pas exactement à quoi ça ressemble. Finalement, en fait, ça me fait penser que c'est la définition, enfin l'image que je donne à tous mes clients lors de notre rendez-vous préalable pour le coaching. C'est-à-dire que, en gros, ce que je leur explique, c'est, voilà, actuellement, vous êtes au bord d'une rivière. Sauf que cette rivière, elle est complètement embrumée. Et donc, en fait, vous savez que de l'autre côté, il y a une rive. Vous avez une demande, vous avez un problème que vous voulez résoudre, vous avez quelque chose que vous voulez atteindre, mais vous ne savez pas dans le détail ce que c'est. Et dans un premier temps, on va travailler à dissiper la brume. Et du coup, on va travailler à identifier, à clarifier notre rive et à définir un objectif vraiment précis qui va être l'objectif de coaching qu'on va s'astreindre et sur lequel on va travailler. On va s'astreindre pour atteindre à la fin du coaching. Et derrière, dans un deuxième temps, moi, je vais vous aider à poser des pierres dans la rivière qui vont vous permettre de traverser justement cette rivière et d'arriver à l'autre rive. Sauf que au début, l'autre rive, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et puis les pierres, on ne sait même pas où on va les trouver. On sait déjà pas où est-ce qu'on va. Donc du coup, le fait de se faire confiance et de se dire, ok, je sais pas exactement où je vais. J'ai une vision la plus claire et la plus précise possible, mais elle est quand même un peu entourée. Mais de se faire confiance de toute façon, je découvrirai le chemin au fur et à mesure. Je pense que c'est quelque chose j'aime beaucoup cette image parce que ça permet justement de se dire, ok, le plus important finalement, c'est le premier pas. En fait.
Ouais. C'est ce que je dis tout le temps. N'hésitez pas à commenter, à nous mettre des questions si vous en avez, parce qu'on va arriver bientôt à la fin. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant surtout. On va passer dans 2-3 petites minutes à la technique de Pierre pour être zen en 3 minutes. Ce que je dis souvent, en fait, c'est que l'entrepreneuriat et le chemin vers la réussite, en fait, on réussit à partir du moment où on n'abandonne jamais. Et c'est ça qui est le plus dur en entrepreneuriat. Il faut savoir quand même qu'une entreprise sur 2 a fermé au bout de 3 ans d'activité. 50% des entreprises ferment au bout de 3 ans. Hein, c'est énorme. Et donc, la seule façon de durer, c'est de savoir gérer et de comprendre tous les obstacles qu'il y a au fur et à mesure. C'est en cela que j'accompagne également, puisque moi-même, j'ai vécu les hauts et les très, très bas, puisque j'ai fermé mon entreprise il y a 3 ans. Et donc, mais il faut gérer, il faut continuer parce que c'est pas grave. Il peut y avoir des échecs au fil du parcours, mais on n'est pas forcément. Mais c'est pas pour ça qu'on est obligé de retourner dans le salariat ou de retourner. Ben c'est pas grave, c'est juste qu'il y a un temps et on recommence. Et l'idée, c'est de, malgré tout ça, malgré tous les chemins, quels que soient les obstacles, hein, c'est de la réussite, c'est de ne pas abandonner et de continuer jusqu'à force de toute manière, c'est l'effet cumulé, hein, c'est l'effet papillon. Non, c'est plutôt l'effet cumulé de la boule de neige. Plus à force de faire des petites boules, plus ça grandit, etc. Et on y arrive forcément. Donc, et là, du coup, l'effet de boule de neige me fait penser qu'après, il faut faire attention de ne pas se faire embarquer par la boule de neige et que là, on ne contrôle plus rien, en fait. D'où l'intérêt de faire super attention à bien se connaître, à savoir ce qu'on veut, où on veut aller, etc. Et à garder le contrôle, notamment sur le stress, hein, qui est l'un des problèmes principaux de l'entrepreneur. Justement, sur cette question je peux apprendre de mes échecs et je peux utiliser mes échecs pour rebondir, ça me donne envie d'évoquer une conférence d'Oussama Ammar que tu avais partagée. Et du coup, j'ai pris le temps de regarder. Oui. Et j'ai adoré. C'est un moment où il dit, donc Oussama Ammar, c'est un mec qui a lancé un premier business qui lui a permis de gagner pas mal d'argent et du coup qui est devenu investisseur. En fait. Et il dit qu'au moment où je vivais à San Francisco, je me suis retrouvé avec un mec qui voulait que je finance sa boîte. Le mec avait planté 9 boîtes. Et du coup, le réflexe du français, ça va être oh là là là, voilà la 10e. Et Oussama Ammar. Damien, un français ne ferait pas forcément, aurait fait les 9. Hein. Comment? Parfois, on n'aurait même pas fait les 9, en fait. Hein. C'est-à-dire, souvent, le problème, c'est qu'on s'arrête avant. C'est exactement ce que c'est dit Oussama Ammar. Et ce qu'il explique, c'est, attendez, ce mec-là, il a réussi à se relever de 9 échecs et il est reparti au charbon. Et du coup, à chaque fois, il a forcément appris des trucs. Du coup, le jour où ça va marcher, ça va être jackpot. Du coup, il a investi dans sa boîte. Il a investi, ouais. Et puis, il a fait jackpot. C'est clair. Mais c'est ça, c'est super important de comprendre qu'il y a une culture de l'échec. Alors, on dit tout le temps, oui, c'est américain ou autre. On s'en fiche un peu, finalement, que ce soit américain. Il y a une vraie réalité, c'est que l'entrepreneuriat n'est basé que sur des essais, des réussites, des erreurs, des échecs, des réussites, d'autres essais, etc. Et qu'à un moment, il faut savoir les utiliser et savoir en faire quelque chose pour se développer. Et c'est toute mathématique. Donc, je te remercie, Pierre, d'insister là-dessus parce que c'est super important. Ouais. Donc, du coup, nos amis sont restés jusque-là. Pour avoir enfin ta technique de comment on fait, Pierre, parce qu'on a compris que le stress venait déjà du fonctionnement du cerveau, qui est un fonctionnement qui reste préhistorique alors qu'on a une vie extrêmement moderne et numérique. Donc, le cerveau n'a pas eu le temps d'évoluer de la bonne façon. Donc, il nous envoie des signaux dès qu'on doit faire quelque chose d'inconfortable, on va dire, hein, quelle que soit la situation. Et donc, à partir de là, on prend des décisions ou pas parce qu'on a trop d'émotions à ce niveau-là, ce qui crée le stress. Alors, parfois, on a le stress mental parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais aussi, on a un stress physique. Moi, je sais que j'arrivais beaucoup à relativiser tout ce qui était mental, à comprendre le système, mais malgré tout, physiquement, j'avais mon corps, moi, qui était
crispée de partout, je dormais hyper mal, etc. Et je sentais que c'était comme si j'avais un frein devant moi et que j'arrivais pas à passer dessus. Et comme par exemple faire les lives, j'avais l'impression d'être au bord du précipice et que je devais sauter et que j'arrive jamais à sauter en fait. Et donc ça, c'est plus un aspect vraiment physique, et il y en a plein d'autres, des aspects malheureusement, même des bien plus graves, avec des infarctus, etc. Et donc, l'idée, c'est que grâce à cette technique, en fait, on arrive à appréhender, à dompter ces situations de pic de stress dans les moments où c'est le plus difficile, où on n'arrive plus à avancer, on n'arrive plus à réfléchir. Donc, vas-y, comment tu procèdes? Alors, de manière, déjà pour expliquer, moi, j'ai rien inventé. C'est une technique qu'on m'a enseignée, qui est à l'origine utilisée pour gérer plutôt les phobies ou l'anxiété. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que ça marchait très bien, justement, lors des ce que j'appelle les pics de stress, c'est les moments où on se sent dépassé par le stress. Et c'est juste une technique de régulation émotionnelle toute bête. L'idée, c'est de... en fait, on a vu que nos pensées peuvent générer des émotions qui génèrent elles-mêmes des sensations. Et l'idée, c'est justement, comme je disais, de passer à l'envers. Parce que l'émotion, finalement, c'est toujours un message. Et ce message, en fait, il faut l'écouter parce que tant qu'on ne l'écoute pas, il a besoin de passer. Donc, il va forcer. Et du coup, plus on va refuser le stress, la peur, la colère, la frustration, toutes les émotions qui peuvent être qu'on met en fait dans ce mot valise qu'est le stress aujourd'hui, et plus en fait le message émotionnel et donc sensoriel associé va être fort jusqu'à ce qu'on puisse justement se sentir vraiment dépassé. L'idée en fait c'est de procéder en 3 temps, c'est très simple. C'est la première étape, c'est ce que j'appelle l'activation du radar à émotion. J'aime bien l'image, en fait. Voyez-vous comme un contrôleur aérien qui est dans sa tour de contrôle, il doit gérer son aéroport ou son territoire, entre guillemets, et vous avez un radar autour de vous. Et l'idée, c'est que les émotions sont c'est comme si c'était des avions qui rentraient dans votre périmètre aérien et qui, justement, allaient être captés par votre radar. Alors après, de manière générale, on a quand même tendance à avoir l'œil sur les pistes, sur tout ce qui se passe, même dans le duty free, plutôt que sur le radar. Et l'idée, c'est justement d'essayer de garder une conscience la plus continuelle possible, la plus permanente possible de l'état émotionnel dans lequel on est. De manière à ce que, au moment où une émotion pointe, que ce soit de la joie, c'est bien de s'en rendre compte, mais c'est aussi de la colère, de la frustration, de la tristesse, de la peur, etc. Là, c'est intéressant de s'en rendre compte aussi et de se dire, ok, d'accord, je vois que j'ai cette émotion-là, puis je commence à sentir un peu des trucs dans mon corps. À ce moment-là, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de se retirer dans un lieu calme. Et se retirer dans un lieu calme, moi je ne connais, alors ça peut être votre bureau, si vous êtes justement entrepreneur et que vous avez votre boîte avec un bureau séparé, ou si vous travaillez de chez vous, etc. Ça peut être une chambre éventuellement. Moi je connais pas de meilleur endroit au calme que les toilettes. À ce moment-là, c'est l'endroit où personne ne va vous chercher, généralement. Et en gros, même s'il y a un moment où ça va pas, vous êtes en rendez-vous, vous êtes en réunion, vous pouvez dire, je suis désolé, j'ai eu une urgence, je reviens dans 5 minutes. Ou si jamais c'est la nuit, vous avez une insomnie, vous dites ok, je me lève de mon lit, je vais m'asseoir quelque part dans la maison ou dans l'appartement, au calme, et je vais pouvoir enclencher la troisième étape. Et là, la troisième étape, c'est de se reconnecter aux sensations. En fait, l'idée, c'est de laisser le message émotionnel passer en acceptant les sensations, en les accueillant. Et j'insiste bien sur le volet accueillir. Et surtout, je suis désolé, j'ai une mouche là qui me... On a la campagne. On n'est pas dans la même campagne, mais le soleil revient, les mouches avec. Et du coup, oui, excusez-moi. L'idée, voilà, c'est que j'insiste sur le volet accueillir. Et surtout, donc, du coup, accueillir, ça veut dire ne pas juger. L'émotion, la sensation, pardon, elle n'est pas agréable ou désagréable. Elle n'est pas confortable ou douloureuse. Elle n'est pas positive ou négative. La sensation, elle est telle qu'elle est. C'est peut-être un mal de dos, c'est peut-être
une mâchoire hyper serrée, c'est peut-être une boule au ventre, c'est peut-être une pression ou une difficulté à respirer. Et ben c'est tel que c'est. Et pour le faire passer, il vous faut l'accepter. Et donc, l'idée, dans cette troisième étape, c'est d'identifier les 2 ou 3 sensations signatures, entre guillemets, associées à l'émotion. Et vous allez voir, c'est les 2-3 premières qui viennent. C'est pas, ça vient très rapidement. Généralement, ça peut varier suivant les gens, ça peut varier suivant les émotions, suivant les moments, mais généralement, on les identifie très rapidement. Et à ce moment-là, je me mets dans une position où je suis dans une acceptation totale. Et je laisse l'émotion évoluer. Je laisse la sensation, évoluer. Elle peut commencer par augmenter avant de décroître. Et donc, si jamais elle augmente, eh ben, je l'accepte. C'est pas forcément confortable, mais je ne le juge pas. Je l'accepte et je l'accueille tel que c'est, avec la confiance que, avec le temps, avec mon acceptation, avec mon accueil, cette sensation va petit à petit se dissiper et le message émotionnel va pouvoir passer. Et alors, si je dis justement en 3 minutes, c'est que l'idée, c'est de fonctionner par plage de temps, par petit processus, par petit cycle de 3 minutes. Parce que, justement, on a tendance à être beaucoup dans notre tête, dans notre mental, et il n'est pas forcément évident de garder une concentration optimale au-delà de 3 minutes. Donc l'idée, c'est de se mettre un petit timer ou un petit minuteur au début, et puis du coup, de faire un cycle de 3 minutes. Et puis, à la fin de ce cycle de 3 minutes, la sensation, elle n'est pas forcément tout de suite dépassée, surtout si c'est la première fois que vous utilisez cette technique. Ça nécessite de l'entraînement, c'est comme tout, hein, on ne devient pas fort comme Nadal au tennis du jour au lendemain. Mais par contre, vous pouvez être confiant sur le fait que, à partir du moment où vous pratiquez régulièrement, où vous avez votre radar à émotion en permanence à l'affût, et où, dès que vous sentez justement une émotion forte, pointée, vous pratiquez justement cet accueil des sensations, vous allez voir que plus ça va aller, et plus vous allez être capable d'accueillir les sensations facilement et confortablement, et de les laisser se dissiper rapidement. Et du coup, à la fin du premier cycle, si jamais les choses ne sont pas complètement dissipées, si jamais vous faites un petit test, voilà, comment est-ce que je me sens émotionnellement, est-ce que je suis toujours en colère, est-ce que j'ai toujours peur, est-ce que je suis toujours frustré, etc. Et puis, physiquement, est-ce que mes sensations signatures, elles sont toujours là, ou est-ce qu'elles sont dissipées? Si elles sont toujours là, pas de problème, on repasse sur un deuxième cycle, 3 minutes à nouveau, et au début, c'est tout à fait logique, s'il vous faut 2, 3, 4, 5 cycles éventuellement, donc du coup, les premières fois, ça peut prendre un quart d'heure. Mais je vous invite à vraiment pratiquer un maximum et à avoir confiance en le fait que, avec le temps, vous allez pouvoir raccourcir justement le nombre de cycles dont vous avez besoin et faire descendre des tensions qui peuvent être assez fortes en lien avec des émotions très rapidement. Très rapidement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été complet sur cette technique-là. Oui. Moi, je sais que je l'utilise vraiment en complément du coaching. C'est quelque chose que je trouve vraiment très, très utile parce que au début, en fait, c'est ce dont je parlais, l'urgent et l'important. C'est-à-dire que, OK, on a un environnement, on a des choses dans notre vie qui sont des facteurs de stress et sur lesquels il faut travailler. Sauf que ça peut nécessiter de prendre du temps, d'investir du temps, à la fois d'investir du temps, genre 1 heure par-ci par-là, mais aussi de travailler sur plusieurs mois. Et quand on subit les symptômes, notamment physiques, du stress, on a envie que ça puisse passer assez rapidement, quoi. Et donc, du coup, c'est là qu'on passe sur l'urgent, et avec cette technique-là, ça permet justement de calmer justement les sensations et potentiellement certains symptômes qui peuvent être très désagréables associés. Voilà. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que j'ai eu beaucoup de mal, moi, au départ, à comprendre le fait d'accueillir la sensation, de comprendre un peu, oui, mais parce que j'ai un cerveau qui pose beaucoup de questions et qui a tendance à vouloir tout contrôler et donc à vouloir contrôler aussi le fait que les muscles se détendent, etc. Donc, il y a un entraînement à faire, effectivement. Moi, ce que j'avais fait comme petite astuce, c'était de mettre 3 fois par jour à heure régulière. En fait, j'avais mis une alarme pour m'entraîner, en fait, parce que des fois, le côté qui est un petit peu, mais ça, c'est ma perception à moi, tout le monde ne le fait pas, mais le côté un peu frustrant, c'est qu'au moment où on en a vraiment besoin,
et ben en fait, comme il faut beaucoup d'entraînement, enfin beaucoup, il faut un peu d'entraînement avant de comprendre le processus, etc. Ben, quand on en a vraiment besoin, et ben ça peut prendre un certain temps avant de se baisser. Donc l'idée, c'est de faire un petit entraînement de temps en temps. Enfin, assez régulier, les premiers temps, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne. Mais l'idée, c'est vrai que c'est du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, entrepreneur, c'est vraiment, je me rends compte que c'est un phénomène extrêmement important de savoir, d'apprendre à se connaître et de savoir ce qu'on veut faire, etc., mais aussi de connaître son corps et comment il fonctionne pour pouvoir toujours optimiser sa productivité, en fait, et ses prises de décision pour qu'elles soient bien prises en conscience, etc. Et cet exercice-là permet vraiment d'être obligé d'être sur le présent à la seconde près, mais en plus à l'intérieur de soi-même et sur son corps propre, ce qui est quelque chose qu'on ne fait finalement jamais dans ce monde moderne. D'ailleurs, même dans ce monde moderne, dans ce monde tout court, je pense que ça n'a jamais trop été fait. Ça fait partie de ces innovations qui peuvent aider et qui coûtent rien, qui coûtent de l'entraînement et d'une vraie écoute de soi-même. Et c'est vraiment, vraiment une technique que j'ai trouvée extrêmement utile. Ouais, merci beaucoup. Je suis ravi qu'elle ait justement pu te permettre de dépasser justement certaines tensions que tu pouvais avoir. En tout cas, moi, j'ai vu l'évolution et j'ai trouvé très positif aussi. Ce que tu évoquais justement par rapport à la question de on est trop souvent dans notre tête et on a tendance à pas forcément être connecté à notre corps, ça me renvoie à quelque chose que disait Elodie Jacques, qui est une personne que j'ai interviewée dans un podcast de Métro récemment, dans un épisode qui va apparaître dans les semaines à venir. Et elle est spécialisée justement sur la gestion du burn-out après, et en passant par le corps. Et ce qu'elle dit, et qui est très 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 vrai, c'est on peut se raconter toutes les conneries et toutes les histoires qu'on veut dans notre tête, notre corps il nous ment jamais. Il peut pas. Il est incapable. Notre corps est incapable de mentir. Donc du coup, c'est pour ça que je disais, quand on a le sentiment dans les tripes, je le sens pas, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Oui, c'est ça. On en revient au... Parce qu'il y a un truc, mon corps, il me dit quelque chose. Si jamais j'ai une douleur quelque part, mon corps me dit quelque chose. Ça peut être, par exemple, j'ai une douleur au genou, c'est peut-être parce que je cours trop le dimanche matin ou j'essaie d'aller trop loin. Mais souvent, quand c'est une douleur autour de la zone de l'estomac, là, entre le nombril et le sternum, généralement, c'est très lié à la tête. C'est clair. Le deuxième cerveau dans l'estomac aussi. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Il y a Laurent qui nous dit... Il y a Laurent qui nous dit mon corps, ma santé et mon moral va beaucoup mieux depuis que j'applique la méthode Pomodoro. Alors, la méthode Pomodoro, c'est une méthode de productivité qui implique d'avoir... Alors, Pomodoro, c'était parce que la personne qui l'a inventé a utilisé les tomates qui font comment on appelle ça, les chronomètres, là, les minuteurs, voilà, de cuisine. Donc, je crois que c'est tomates en espagnol, il me semble. J'espère pas trop dire de bêtises. Mais l'idée, c'est d'avoir un temps très limité de concentration. Là, je ne sais plus quel temps il disait, 25 ou 30 minutes, je ne sais plus. Pomodoro, c'est 25 d'avoir un temps de productivité et un temps de pause. C'est ça. À la base, en fait, Pomodoro, c'est 25 minutes de boulot, 5 minutes de pause. Voilà, c'est ça. Je sais que je le pratique plus sur du 50 minutes, 5 ou 10 minutes de pause. En fait, je pense que ça dépend aussi de chacun. Le temps qu'on va mettre à se mettre dans une tâche, le temps qu'on va mettre à ce que notre concentration commence à se dissiper. Mais en effet, il y a par rapport à cette question de Pomodoro, ça renvoie à un truc absolument essentiel, c'est au-delà d'un certain moment, le cerveau, d'un certain temps de boulot, le cerveau, il est pas forcément tout de suite cramé, mais il fatigue. Et donc du coup, on n'est plus au top de notre. C'est un peu comme le corps. C'est-à-dire que si jamais on avait courir pendant 1 heure, ça peut être intéressant de me reposer 10 minutes avant de repartir. Tu vois et là, c'est le même principe, c'est-à-dire que je bosse à fond, et après je me dis, ok, là je repose ma tête, mon corps en fonction de mon activité, et derrière je pourrais repartir. Et en effet, cette méthode Pomodoro, elle est très très pratique pour un volet organisationnel et peut aider aussi sur le volet stress.
C'est ça. Donc ça, c'est vraiment plus de la productivité. Je referai peut-être une émission avec un expert ou autre, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la productivité aussi, parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on croit gagner du temps en travaillant de non-stop du matin jusqu'au soir, en faisant des séances de 3-4 heures de boulot d'affilée. On fait une petite pause repas et après on rattaque, etc. Et on se croit hyper productif, alors qu'en réalité, le cerveau n'est pas fait pour faire ça. Et quand on fait des sessions plus réduites, moi, je suis plus comme Laurent qui nous le dit, sur 45 minutes, 1 heure. Hein. Moi, j'ai une plus grande concentration plus longue. Mais, et de faire une pause et de changer aussi régulièrement d'activité permet d'être beaucoup plus productif que de rester sur la même chose pendant des heures. Donc, mais ça, c'est encore un autre sujet. On pourrait en dire tout plein. Ça va dépendre. Mais écoute, alors, je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais il y a la notion de deep work, justement, quand je suis dans une tâche dans laquelle je suis bon et qui correspond à ce que j'aime faire, je pense notamment à l'écriture pour certaines personnes, il peut être intéressant à ce moment-là de rester. En fait, on est c'est ce que certains appellent le flow, justement. On rentre dans un état où les choses sont devenues tellement automatiques qu'il serait contre-productif de se sortir de cet état. Et c'est là qu'on peut être très très efficace pendant très longtemps. Par contre, ça généralement, c'est sur un type de tâche pour chaque personne, parce que c'est sur vraiment notre spécialité. Je pense par exemple à Philippe, ton mari. J'imagine que lui, quand il est dans une cuisine en train de pâtisser, je ne sais même pas si le terme, en train de faire des gâteaux. Oui, on pâtisse. Et qu'il pourrait faire ça pendant 10 heures sans se fatiguer, entre guillemets. C'est une émission, hein. Peut-être qu'elle est complètement erronée et tu pourras la corriger. Mais alors que par contre, si tu le mets à faire sa compta, il vaut mieux qu'il s'arrête toutes les 25 minutes. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et d'où l'importance d'apprendre à se connaître pour gérer ses phases et gérer ses voilà. Et il y a Laurent qui disait, mais trop vrai, j'étais cramée lorsque je faisais 7-19 heures non-stop, mais carrément, je l'ai fait pendant des années aussi, et c'était vraiment pas toujours productif. À la fin, on a l'impression de travailler, mais en fait, on met 3 heures pour faire un truc qu'on aurait peut-être mis une demi-heure. James nous dit, la programmation informatique, par exemple, oui, pour la concentration, effectivement, il vaut mieux faire certainement des temps de pause dès que le cerveau est un peu trop sollicité, en fait. Ça dépend pour certaines personnes, justement, des gens qui sont passionnés et hyper bons dans la programmation informatique, ils peuvent rentrer dans cette notion de deep work, justement, et de travailler pendant Mais c'est pareil, voilà, ça va marcher. Mais voilà, il faut se connaître. Oui, puis il faut savoir que ça crame beaucoup ça utilise énormément d'énergie et il y a un petit down derrière à gérer. Et enfin voilà, c'est encore un autre sujet. Et ça, là-dessus, justement, si je peux continuer, ça renvoie à un truc qui est hyper intéressant et qui peut être hyper confortable pour les entrepreneurs. En tout cas, moi, j'en profite un maximum. C'est en tant qu'entrepreneur, par rapport à un salarié, on a l'opportunité de travailler en fonction de notre marché, hein, bien sûr, mais de travailler au moment qui peut nous arranger. Ou en fait, finalement, d'organiser. On va avoir des contraintes. Il y a notre marché, il y a nos clients, il y a nos partenaires, etc. Mais on va avoir des opportunités de s'arrêter à tel moment, de se dire, ben voilà, typiquement, il y a le mercredi, en plein milieu d'après-midi, ça va pas, je suis cramé. Mais si j'ai pas un rendez-vous client dans la foulée, je peux me dire, bah, tant pis, je m'arrête, je vais faire du sport, je vais faire de la méditation, je vais faire de la cuisine parce que c'est de la cuisine qui me plaît, jouer du piano parce que j'aime jouer du piano, du saxo, etc. Je peux me prendre une demi-heure ou plus, si je le veux, et décaler ma séance de travail au soir, au lendemain, en fonction des besoins de mon activité. Et ça, c'est vraiment... je pense qu'on a une chance en tant qu'entrepreneur, et moi, en tout cas, c'est l'une de nos grandes libertés. Le bénéfice de mon activité, c'est de pouvoir dire, et bah, typiquement, ce midi, avant de manger et avant qu'on se retrouve, et bah, j'ai été courir une demi-heure parce que ça me fait du bien. Et parce que je sais que le soir, j'ai mes enfants,
j'ai besoin d'être là pour eux. Le reste de la journée, j'ai besoin de bosser. Ben là, je m'accorde une pause d'une demi-heure. Je la prends consciemment. Parce que, en fait, c'est entre passer une demi-heure de plus sur mes mails ou sur d'autres activités, et risquer de m'épuiser encore plus, de me cramer, ou aller me régénérer en faisant du sport. Et ben, je me rends compte que, justement, c'est là que l'activité physique peut être super, super utile. C'est ça. Et ça fait partie d'un des outils, parce qu'il y en a plein, mais un autre outil aussi pour gérer son stress, pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir avoir de la réflexion, etc. Donc finalement, il y a plein de choses. J'espère qu'on vous a donné plein de valeurs. Merci Pierre, c'était juste énorme. Il y a eu beaucoup de choses. On a parlé, alors il y a plein de clés, mais en gros, l'idée, c'est vraiment de bien vous connaître, bien comprendre que le cerveau a une façon de fonctionner et qu'il faut que vous compreniez comment il fonctionne. Donc, pour cela, il faut que vous connaissiez et que vous compreniez un peu les signaux que votre cerveau vous envoie. Qu'il faut donc apprendre ensuite à repérer les émotions. C'est comme ça qu'on repère un petit peu ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, ce qui nous stresse, pourquoi ça nous stresse, qu'on prend du recul, etc. Revenir dans le présent. Le plus possible, puisque dès qu'on anticipe quelque chose, ou aussi, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi tout le passé qui est passé aussi. Ça, c'est encore un autre sujet. Je ne vais pas l'entamer parce que sinon, on va reparler encore. Et moi, ça me va, mais je crois que Pierre, il a un rendez-vous après, donc ça va être compliqué. Mais donc, d'importance de revenir dans le présent. L'une des solutions, c'est la méditation. Qui permet beaucoup ça, la concentration, etc. Et donc, ta méthode GPS, donc en 3 étapes, enfin 3-4 étapes, qui est le radar à émotions, donc on en a parlé, d'aller se calmer dans des petits endroits, genre les toilettes, c'est l'endroit universel où on peut aller à quel que soit le moment, il y avait quelques personnes que l'on soit, comme ça, quelques réunions dans lesquelles on peut s'exprimer. C'est pour la gestion des émotions, les toilettes, vaut mieux y aller tout seul. Oui, en le disant, je me suis dit, mince, tu t'es embourbé dans une phrase qui n'allait pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, tout seul aux toilettes pour pouvoir faire une pause de quelques minutes, se reconnecter à ses sensations, les accepter et faire des séances de 3 minutes. Au début, il va falloir plusieurs séances de 3 minutes. L'idée, c'est de faire une sorte d'entraînement. Et après, très rapidement, le temps va vraiment se réduire presque à 3 minutes pour dans les cas où on est un stress extrême, un pic de stress, vraiment la tension est montée, etc. De redescendre et de se poser et de rester zen. Donc voilà, j'ai un petit peu résumé, mais réécoutez tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on a dit. Donc Pierre, où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi. Le mieux, c'est zenepro.fr, c'est le site. Le podcast, le site. Le podcast, toutes les informations sur les accompagnements que je propose. Et vous pourrez en découvrir plus justement sur cette technique que j'appelle de gestion des pics de stress, qui est une régulation émotionnelle au sens large. Pour les gens qui sont intéressés aussi par la méditation, plus spécifiquement, j'ai l'épisode 7 du podcast qui est sur ce sujet-là. Et sur la page, donc sur le site zenepro.fr, à la page de l'épisode 7, vous pourrez trouver notamment un programme d'accompagnement que je propose gratuitement sur 6 semaines pour les gens qui veulent s'y mettre, où en gros, on part de 5 minutes par jour à 20 minutes pour ceux qui veulent, en gros, par étape, avec différents types de méditation. C'est totalement gratuit et ça peut être très utile. Et un autre sujet qu'on n'a pas évoqué… On mettra les liens dans… Ouais. On mettra les liens dans la description, là. Carrément. Et donc, toujours sur le site zenepro.fr, la semaine prochaine, je publie un épisode sur la cohérence cardiaque, un exercice de respiration qu'on n'a pas évoqué, mais qui peut être très, très utile dans la gestion du stress. C'est 3 fois 5 minutes par jour. Moi, j'utilise une seule fois. Mais en gros, 5 minutes par jour, c'est très, très utile et je trouve ça très, très pratique. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à y jeter un œil. Bon, écoutez, voilà, merci Pierre, vous avez plein de choses à travailler pour gérer votre stress. Quant à moi, vous me retrouverez la semaine prochaine, je fais une émission avec Jessica Valentin sur un autre sujet
qui est un peu la suite de la semaine dernière, c'est sur la trésorerie, parce que la trésorerie est un gros facteur de stress. Et là, vraiment, on a tendance à prendre des décisions en fonction de sa trésorerie et de parfois ne pas prendre assez de risques, pas avoir assez de prise de risque ou à l'inverse, de les prendre de façon inconsidérée, etc. Et donc, on a besoin de savoir bien gérer sa trésorerie. Et comment faire, Jessica va nous apprendre aussi comment faire quand on n'en a pas ou quand c'est compliqué, qu'on vit des crises comme en ce moment, pour justement se la constituer petit à petit, malgré des situations pas toujours faciles, etc. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Et puis, bien sûr, vous savez, vous pouvez me retrouver, je vais mettre aussi mon lien dans la description. J'offre 30 minutes de coaching avec moi pour que justement on puisse travailler ensemble, clarifier un peu votre situation, vous aider à dépasser toutes ces étapes, toutes ces étapes, toutes ces sortes d'obstacles pour arriver à la réussite. Et moi, je vous accompagne parce que pour l'avoir vécu et je transmets un peu toutes mes clés, etc. Parce que le but est de poursuivre et de ne pas abandonner tant qu'on n'a pas réussi. Donc, voilà. Donc, on mettra tout ça. Je vous remercie beaucoup. Un grand merci à toi, Pierre. Et puis, merci à toi. Hein. Je te souhaite une très bonne journée et merci à tous ceux qui ont participé. C'était très vivant et très agréable. Merci. Merci, ça m'a fait beaucoup plaisir. Merci. À très bientôt. À bientôt.